Bonsoir. Au nom de tous les membres du comité de l'AMCAR, je tiens à vous souhaiter la bienvenue à ce webinaire qui est le dernier de la série depuis le début du confinement. C'est le dernier de la saison avant les vacances et aujourd'hui, on l'a dédié toujours dans le cadre de la formation médicale continue de nos cardiologues, nous l'avons dédié à la cardiologie pédiatrique et congénitale. Et ça va être sous forme de cas cliniques interactifs. Je vais essayer de me mettre à votre place pour essayer de provoquer le débat et pour poser les questions, j'espère, les bonnes. Alors, pour ce webinaire, nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous le professeur Damien Bonnet, que tout le monde connaît bien entendu au Maroc, qui est professeur de cardiologie congénitale et pédiatrique et qui est aussi chef de service de cardiologie pédiatrique à l'hôpital Necker à Paris. Alors pour le présenter, lui aussi, il faut peut-être un quart d'heure ou une demi-heure pour le présenter, mais je lui ai demandé qu'est-ce que tu veux, comment tu veux que je te présente. Il m'a dit, voilà, tu dis tout simplement que je suis tout à fait heureux et content d'être parmi vous et de partager avec vous. Et voilà, et donc il espère bien entendu que ce webinaire fasse profiter un petit peu le maximum des cardiologues marocains. Voilà, et en plus, on va essayer de prendre un petit peu de plaisir hein, avec Damien. On a l'habitude des réunions avec lui et c'est toujours un plaisir et un bonheur de l'écouter. Voilà, donc sans trop tarder, je te passe la parole. Alors, mon micro va être ouvert et je vais me permettre, donc on s'est mis d'accord que je vais me permettre de t'arrêter pour poser les questions, d'accord? Et puis, voilà, comme ça, tout le monde va profiter un petit peu de ce débat. Et voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, bien entendu. Et je ferai bien sûr le maximum pour faire passer le maximum de questions et les poser à Damien. Damien, à toi la parole. Donc, on a pour 1h30, d'accord? Les questions vont être intégrées au milieu. Donc, on peut déborder entre 1h30 et 2 heures, mais maximum, ça sera 2 heures. À toi la parole. Encore une fois, un grand merci. Eh bien, merci beaucoup, Saïd. C'est effectivement un plaisir d'être avec vous ce soir. Ça fait bien longtemps que je ne suis pas venu au Maroc. Je suis venu la dernière fois, je pense que c'était le 9 mars, donc une petite semaine avant que nous soyons confinés à Paris. Et j'espère que vous vivez bien cette période qui est extraordinaire dans tous les sens du thème. J'aimerais bien qu'elle se termine pour moi. Et donc ce soir, le président m'a demandé de faire des cas cliniques simples. Il y a quelques mois ou l'an passé, on avait fait des cas cliniques compliqués de cardiologie congénitale. Et là, l'idée, c'est de vous intéresser, pour la plupart, ceux qui sont, je dirais, qui pratiquent la cardiologie congénitale, la cardiologie malformatique, mais aussi les autres, sur un certain nombre de signes d'appel simples, et puis de profiter des exemples de ces cas cliniques simples pour vous montrer des choses un petit peu plus inhabituelles et vous montrer aussi quelques pièges qu'on peut observer dans de la cardiologie malformative ou de la cardiologie parfois acquise, mais qui reste essentiellement congénitale. Et je vais essayer de vous emmener au travers de 3 grandes thématiques dans cette soirée. Et j'espère que vous pourrez, par l'intermédiaire du professeur Schreiby, me poser toutes les questions que vous souhaitez. En tout cas, je suis à votre disposition pour y répondre. Donc, on va commencer tout de suite. Et avec ces cas cliniques qu'on va appeler simples. Et donc, je ne sais pas si l'image est coupée comme sur mon écran, mais je vais vous lire le texte. Donc, le premier cas clinique, c'est celui d'une jeune femme de 31 ans qui consulte 2 mois après son premier accouchement, car pendant sa grossesse, il a été constaté qu'elle avait une pression artérielle élevée, jusqu'à 150/70. Et depuis qu'elle a accouché, l'accouchement s'est passé sans problème, il n'y a pas eu de complications
liée à cette hypertension artérielle diagnostiquée à cette occasion. Mais depuis qu'elle a accouché, la pression artérielle reste élevée, avec une pression systolique entre 140 et 155 pour une femme de 31 ans, au membre supérieur droit, et une pression diastolique qui est normale. Elle n'a aucun symptôme. Et donc, elle vous consulte uniquement parce qu'elle est hypertendue avec des valeurs qui sont au-dessus de ce qui est considéré comme anormal pour la pression systolique au moins. Quand vous l'examinez, tout est normal. Vous palpez les poux fémoraux, mais vous constatez qu'ils sont discrètement amortis par rapport au pouls huméral droit. Et la pression artérielle au membre inférieur droit est à 115 mm de mercure en systole, soit un gradient qui est entre 40 et 25 mm de mercure entre le membre supérieur droit et le membre inférieur. Donc là, le diagnostic, il est très simple, puisque à tous les âges de la vie, j'imagine que tous ceux qui sont en train d'écouter ont suspecté une coarctation de l'aorte, qui est évidemment le premier diagnostic à suspecter quand il y a des poux fémoraux amortis, une hypertension artérielle et un gradient entre le membre supérieur droit et le membre inférieur droit. Donc, je vous rappelle que la prise de pression dans la coarctation, c'est plutôt au membre supérieur droit, puisque l'artère sous-clavière gauche peut être prise dans la coarctation et que vous pouvez avoir faussement une pression artérielle systolique qui est basse au membre supérieur gauche, alors que vous avez une authentique coarctation. Donc, dans notre spécialité, on s'acharne à prendre la pression artérielle surtout au membre supérieur droit ou mieux aux 4 membres lors des consultations où il y a des suspicions d'obstacles sur la partie gauche du cœur. Donc, le diagnostic tardif de la coarctation, c'est quelque chose qui est bien connu, et la raison pour laquelle cette coarctation ischémique banale, donc une cardiopathie d'une grande banalité, pourquoi est-ce qu'elle est bien tolérée? Eh bien, d'abord parce qu'en période néonatale, elle se constitue progressivement et que le ventricule gauche a pu s'adapter à cet obstacle progressif. L'obstacle ne s'est pas constitué de façon brutale et n'a pas conduit à de la défaillance cardiaque souvent mortelle chez un nouveau-né. Et puis, la tolérance de la coarctation s'est progressivement améliorée, comme vous pouvez le voir sur le schéma à gauche de l'écran, par le développement de collatérales qui se font essentiellement à partir de l'artère mammaire interne, que je vous montre ici, ou bien à partir des artères intercostales, et qui vont permettre de perfuser à une pression correcte la partie sous la coarctation, en particulier les organes de la partie inférieure du corps. Et donc, vous voyez l'image caractéristique qui est dans les vieux livres de cardiologie congénitale des artères intercostales sinueuses qui ont érodé les côtes avec ici ces érosions costales multiples qui sont liées au développement de cette collatéralité très importante. Et vous voyez également ici, chez ce patient, sur l'IRM. C'est aussi la raison pour laquelle les poux fémoraux sont amortis et ne sont pas abolis, puisqu'il y a une perfusion qui s'est établie et qui est devenue à peu près correcte pour la partie inférieure du corps. Il n'empêche que l'hypertension artérielle est présente pour la partie située au-dessus de la coarctation et va faire le lit des complications cardiovasculaires et cérébrales sur lesquelles on reviendra un petit peu plus tard. Donc, comme on a décidé d'être un petit peu interactif et qu'aujourd'hui, la seule personne qui peut participer à cette interaction dans le live, c'est le professeur Charles Schreiby, la question c'est, maintenant qu'on a suspecté cette coarctation, on va dire que le diagnostic échographique de la coarctation chez l'adulte n'est pas tout simple, mais je vous montrerai quelques images tout à l'heure. Mais on va revenir à des choses qui sont banales. Comme cardiologue, une fois que vous avez suspecté ce diagnostic, vous allez faire une échographie. Certes, vous allez regarder le retentissement de l'hypertension artérielle sur le cœur, mais ça, c'est le travail du quotidien à la recherche d'une cardiopathie hypertensive. Mais il y a maintenant d'autres choses qu'il faut regarder. Et donc, qu'est-ce qu'il faut regarder à l'intérieur du cœur? Ou en tout cas, quels sont les éléments, on va dire, anatomiques pour vous donner une orientation que vous allez regarder dans le cœur et qui sont très importants à vérifier quand on fait le diagnostic d'une coarctation chez un enfant ou chez un adulte jeune comme cette jeune femme. Alors, on va demander au professeur Schreiby. Alors, mais sans te déstabiliser, Saïd. Non, mais pas du tout. Au contraire, ça me fait plaisir. Alors, bien entendu, comme tu l'as très bien dit, l'échographie, elle va permettre un petit peu de montrer
l'image de la coarctation, on va s'aider de la couleur, on va s'aider du Doppler continu. Moi, je fais une image qui est assez intéressante. Enfin, je mets toujours j'essaie toujours de regarder l'aorte abdominale pour voir est-ce que le flux il est correct, est-ce que le flux il est un petit peu démodulé. Voilà, tu as très très bien dit, donc la clinique est extrêmement importante. Si les images sont très claires, sont très parlantes, je pense qu'on peut se passer de l'angioscanner. Maintenant, si on a le moindre doute sur une grosse circulation collatérale, sur la situation, la localisation de la coarctation, sur l'étendue de la coarctation, sur l'anatomie de l'arche aortique, je pense que ça ne serait pas une mauvaise idée de faire un angioscanner, c'est bien sûr si la créatinine et tout le tableau le permet. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu un petit peu à ta question. L'enjeu IRM, je te laisse répondre. Dis-moi. Donc effectivement, donc on reviendra un tout petit peu après sur la précision de l'anatomie de la coarctation, qui effectivement va être quelque chose de fondamental pour en définir le traitement. Mais la réponse que je voulais là, mais la question n'est peut-être pas bien posée, c'était quand on fait l'échographie, on va regarder le retentissement de l'hypertension artérielle, mais il est important de savoir que la coarctation fait partie d'un spectre d'anomalies du cœur gauche. Et la chose la plus importante, puisque c'est la plus fréquemment associée qu'il faut regarder, c'est s'il y a une bicuspidie aortique. Et donc ça, c'est de la routine de cardiologie pour vous, cardiologues, que vous soyez des congénitalistes ou des cardiologues adultes. Et donc, l'association de la coarctation avec une valve aortique bicuspide, c'est 50 à 60% des cas. Donc, c'est une problématique additionnelle. Parfois, il s'agit juste d'anomalies morphologiques et on va en voir quelques exemples ensemble. Mais c'est quelque chose qui est très, très important à regarder puisque vous pouvez à ce moment-là vous trouver dans une situation où vous allez certes devoir traiter la coarctation du patient, mais aussi suivre et donner des éléments pronostiques à cette femme ou à un autre patient concernant sa valve aortique. Et donc ça, c'est le premier. Et c'est un point important. Je vous ai mis cette liste qui est compliquée à regarder, mais vous voyez que les anomalies associées à la coarctation, la principale anomalie associée, c'est la valve aortique bicuspide. Et on va voir que ce sont principalement des types 0 de Sievers. On va voir brièvement sur des échographies à quoi ça correspond, ces types de Sievers que vous connaissez probablement pour beaucoup d'entre vous beaucoup mieux que moi. Et l'autre chose que je voulais aussi montrer sur ce tableau, c'est que s'il y a un spectre d'anomalies du cœur gauche dans la coarctation de l'aorte, les anomalies de la valve mitrale morphologiques sont fréquentes, mais les anomalies fonctionnelles de la valve mitrale dans les coarctations de l'aorte sont très rares. Donc, la problématique, c'est vraiment la valve aortique. Donc, le réflexe, et ce, à tous les âges de la vie, c'est je fais le diagnostic d'une coarctation de l'aorte. Le problème du patient clinique et de la patiente que je vous montre là, c'est l'hypertension artérielle. Mais le problème qui peut s'ajouter est celui de la bicuspidie aortique. Donc, dans la plupart des cas, ce sont des bicuspidies qu'on appelle de type 0. Et donc, les bicuspidies de type 0 de Sievers sont celles dans lesquelles il n'y a que 2 sigmoïdes. Et donc, vous voyez ici, dans une forme avec un anneau ovalaire assez banal, une valve bicuspide qui s'ouvre de façon verticale, le capteur est en haut. Et ici, même si c'est zoomé, une bicuspidie qui s'ouvre de façon plutôt horizontale. Donc ça, c'est la première chose. Bien sûr, l'anatomie, c'est une chose. Si la valve fonctionne correctement, eh bien, on va s'arrêter là. En tout cas, dans l'immédiat. Mais on va voir que ça a des conséquences pratiques qui sont un petit peu qui sont importantes. Voici encore une fois une bicuspidie de type 0 oblique, où vous voyez ici les 2 sigmoïdes, l'artère pulmonaire ici, l'oreillette droite, le ventricule droit, et derrière l'oreillette gauche. Et sur le côté, l'anatomie lors de l'intervention, parce que ces patients avaient des sténoses aortiques, on voit qu'il y a bien 2 sigmoïdes avec 2 commissures, mais on ne voit pas de raffut. Pour que les choses soient claires. Oui. Damien, s'il te plaît, est-ce que tu peux revenir à l'image de l'écho, donc celle d'avant, celle-là. Voilà, si tu peux montrer aux gens juste les coronaires, le départ des coronaires. Vas-y, avance. Alors, dans la bicuspidie, le départ des coronaires est variable, mais on va prendre celle-là qui est quand même la plus classique, qui est la bicuspidie horizontale. On voit que les
on voit la coronaire gauche qui est ici et la coronaire droite qui est ici, qui naissent toutes deux de la sigmoïde la plus antérieure. Enfin, en tout cas, du sinus le plus antérieur. Et le sinus qui est ici est un sinus non coronaire dans cette situation-là. C'est un sujet très intéressant, il n'a pas été beaucoup exploré dans la littérature. Alors, dans les bicuspidies verticales, on voit pas très bien ici, la coronaire gauche naît de ce sinus-là, et de l'autre côté, probablement la coronaire droite, mais aussi du sinus qui est situé plus à droite. Donc, il y a une vraie variation. Mais dans les formes les plus habituelles, il y a un sinus non coronaire. Et là, on voit aussi sur celle-là la naissance, ici pas très bien, mais on la devine. Et de l'autre côté, la naissance des coronaires qui naissent toutes les deux du même sinus le plus antérieur. Voilà une vue tridimensionnelle, ça c'est très joli. Ça montre l'ouverture des commissures jusqu'au bout dans cette bicuspidie plutôt de type horizontal. L'autre type de bicuspidie qu'on observe fréquemment dans la coarctation de l'aorte, c'est la bicuspidie de type 1. Cette bicuspidie de type 1, c'est celle dans laquelle on devine qu'il y a 3 sigmoïdes dont la taille est souvent disproportionnée. Vous voyez ici, si on faisait une surface, que le sinus antéro-droit est plus petit que le sinus antéro-gauche et aussi plus petit que le sinus dit non coronaire. Et vous voyez ici cette valve qui s'ouvre, on va dire, comme une bicuspidie, mais également la fusion de la commissure entre la sigmoïde dite coronaire droite et la sigmoïde non coronaire. Donc on appelle ça une bicuspidie de type 1. Et dans les bicuspidies de type 1, il va y en avoir de différents types. Celles pour lesquelles le raphé fusionné est situé entre le sinus droit, on appelle ça R, et le non coronaire, on appelle ça N, donc RN, des RL pour coronaire droit, coronaire gauche, et des LN pour le raphé entre le sinus gauche et le non coronaire, qui sont les plus rares. Donc voilà ici, je vous l'ai montré avec la flèche, mais le raphé. Voici maintenant une RL avec une fusion commissurale entre les sigmoïdes du sinus droit et la sigmoïde du sinus gauche, avec une petite fuite ici centrale qui s'étend dans la commissure LN de la valve. Et donc, cette bicuspidie ici, de type 1 de Sievers, d'un autre type. Alors, vous me direz, bon, ben, ça, c'est des images qui sont jolies, mais est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça sert à quelque chose de regarder ça, de le décrire? Ben, la réponse, c'est oui, c'est pas complètement inutile. Et je vous montre un exemple, il y en a d'autres. Je ne sais pas si j'ai laissé la diapositive, mais je vais vous le dire. Si on regarde, par exemple, le risque d'avoir à être opéré de la valve aortique, eh bien, ce risque est radicalement différent si vous avez une RN en rouge, la première que je vous ai montrée, et si vous avez une LR. Les patients qui ont une LR sont plus rarement opérés que ceux qui ont une RN. Donc, il faut décrire cela parce que vous allez donner un pronostic au risque opératoire en fonction du type de bicuspidie que vous allez observer. Et ceci est vrai aussi pour d'autres éléments. Ce tableau est complexe, on ne va surtout pas, et ce n'est pas l'occasion ce soir de rentrer dans ce tableau, mais ce tableau décrit le type de bicuspidie, et vous voyez 0, 1, et le type 2, c'est celui où il y a 2 raphés, et il va décrire le risque de régurgitation aortique, le risque d'avoir un anévrisme de l'aorte initiale, on va y revenir là-dessus, mais aussi le risque d'avoir les deux et d'avoir à faire une chirurgie de type Bentall. Donc, c'est important d'avoir ça. Moi, j'ai ça sur mon bureau en consultation parce que, bien évidemment, c'est compliqué de retenir toutes les cases. Mais en fonction du type de bicuspidie que j'observe chez des patients qui ont des cardiopathies obstructives du cœur gauche comme une coarctation, eh bien, je vais tout simplement savoir est-ce qu'il faut que je les voie une fois par an ou est-ce que c'est une fois tous les 2 ans parce que le risque lié à leur bicuspidie est minimal, en particulier le risque de dysfonctionnement de la valve aortique si elle fuit un petit peu ou le risque de progression de la dilatation de l'aorte initiale. Donc, ce ne sont pas des détails sans importance clinique. Voilà pour terminer, parce que c'est le plus rare, mais c'est la bicuspidie aortique de type 2. Celle de type 2, c'est celle où il y a
deux rafés, et vous voyez ici, un Absolument. rafé entre la R et la N, et un rafé entre la R et la L, ici. Et donc, on appelle ça, il y a des gens dans mon service, on appelle ça comme ça, on appelle ça aussi une monocusse, puisqu'on a l'impression que la seule valvule ici, puisque tout est fermé, la seule valvule il n'y a qu'une seule valvule qui s'ouvre avec un orifice central. Et ça, c'est plutôt l'anomalie qui est responsable des sténoses valvulaires aortiques du petit enfant, associées ou non à des coarctations de l'aorte. Donc, chez une femme de 31 ans qui a une coarctation de l'aorte, on va trouver le plus souvent une bicuspidie de type 0, c'est-à-dire celle où il y a deux sigmoïdes vrais sans rafé. Plus rarement, mais aussi de façon fréquente, des bicuspidies de type 1 et très rarement des bicuspidies de type 2 qui sont habituellement sténosantes. Voilà, donc ce sont des détails, mais ce sont des détails qui ont une vraie importance et qui font partie du quotidien des cardiologues congénitalistes pour imposer le rythme de suivi et savoir ce qu'ils regardent à chacune de leurs consultations et essayer de prédire, autant que faire se peut, le risque qu'il y ait un événement autre que celui de la coarctation. Alors maintenant, l'autre question, c'est, et je l'ai déjà un petit peu évoqué, donc qu'est-ce qu'on va regarder? On a regardé le retentissement de la cardiomyopathie hypertensive. Le professeur Schreiby nous a dit que, bien sûr, on allait regarder en échographie tout ce qui concerne l'anatomie de la coarctation et essayer d'avoir accès à tous les éléments importants pour prendre la décision. Il manque quelque chose. Alors, Alors, c'est un peu en dehors du cœur, mais ça reste cardiovasculaire. alors, il reste quelque chose en rapport avec la coarctation de l'aorte. En rapport avec l'ensemble, oui, en rapport avec l'ensemble du problème Alors, il y du a des gens cardiologue. qui nous suivent et qui sont hyper actifs. Voilà, ils ont répondu, ils ont complété un petit peu ma réponse, ils étaient un peu plus avertis et ils parlent voilà, de checker l'aorte, d'analyser Oui, l'aorte, d'analyser en sous-aortique, en sus-aortique, de voir s'il n'y a pas de rétrécissement mitral, s'il n'y a pas de membrane susmitrale. Voilà, est-ce que très bien. Effectivement, donc, il y a même quelqu'un donc qui a ça, parlé, est-ce qu'on peut avoir une CMH associée à la coarctation? alors, je réponds brièvement à toutes ces questions parce qu'elles sont toutes très intéressantes et on pourrait y passer beaucoup de temps. Sur le tableau un petit peu compliqué que je vous ai montré tout à l'heure, j'y reviens brièvement puisqu'on va passer ça, c'est celui-là. Les choses qui sont d'importance, c'est la valve bicuspide. Le reste, en pourcentage, c'est quasiment rien, puisque vous voyez que la problématique, c'est les communications interventriculaires. Si on parle des anomalies associées à la coarctation, donc effectivement, ceux qui sont des congénitalistes savent bien qu'il y a des spectres malformatifs qui peuvent inclure des anomalies qui précèdent la valve mitrale, ou des membranes supramitrales, des anomalies de développement de la valve mitrale, le plus souvent sténosant, des obstacles sous la valve aortique, la bicuspidie et la sténose aortique et des anomalies de l'aorte ascendante associées à la coarctation. Tout ça peut constituer un spectre, mais il faut se souvenir que c'est une rareté. La coarctation de l'aorte, c'est souvent une pathologie isolée, et si elle est associée à quelque chose, c'est à une bicuspidie ou à une CIV. Voilà. Le reste, c'est de l'exception, et vous voyez qu'on tombe rapidement à 8% pour les anomalies mitrales et à beaucoup moins pour tout le reste. D'accord? Donc, effectivement, les cardiologues pour enfants, on leur demande d'être avertis de ça parce que ça va avoir une importance. Mais si on veut être pragmatique, la coarctation de l'aorte, ce qu'il faut se regarder, c'est la communication interventriculaire. La deuxième chose, cardiomyopathie hypertrophique et coarctation de l'aorte, bien sûr, ça peut être un piège. Il y a des patients qui ont des cardiopathies obstructives gauche et qui ont des cardiopathies hypertrophiques qui sont disproportionnées. Donc, ce sujet-là, c'est un sujet qui est débattu dans le domaine des congénitaux. Il y a probablement des patients qui ont une susceptibilité à développer une hypertrophie disproportionnée par rapport à l'obstacle congénital qu'ils ont. Et dans mon service, on cherche chez ces patients des mutations des gènes de cardiomyopathie hypertrophique. Donc, ce n'est pas du tout une question farfelue. Et enfin, pour répondre à la question que je voulais poser… Alors attends, il y a des gens quand même qui nous suivent de très très près. Et alors leur réponse, bon, alors est-ce qu'il y a une hypoplasie de l'arche?
est-ce qu'il y a un syndrome Turner? Est-ce qu'il y a un anévrisme cérébral? Est-ce qu'il y a des sténoses étagées? Est-ce qu'il y a une dilatation de l'aorte? Le degré d'hypoplasie de l'isthme, un syndrome de Turner, voilà. Donc les gens, voilà, ils. Alors, donc là, on a déjà une partie de la réponse parce qu'avoir un syndrome de Turner et avoir eu un bébé, c'est rare. Donc, la femme, la personne qui pose la question est peut-être arrivée un petit peu en retard, mais dans le syndrome de Turner classique, en tout cas X0, c'est rare que les femmes soient fertiles. Donc, la grossesse était probable. Mais le syndrome de Turner, c'est un sujet intéressant pour la coarctation puisque les limites, et en particulier les limites de la taille de l'aorte pour intervenir, doivent être plus basses que celles dont on va discuter dans quelques instants. L'autre chose que les questions qui sont posées, ce sont des questions plus pour la thérapie de la coarctation elle-même que pour la consultation de cardiologie. C'est-à-dire, ça va être l'imagerie de la coarctation pour savoir comment on la traite. Et je vais y venir un petit peu après si vous voulez bien. Mais la question que je voulais, et la réponse a été donnée, qu'est-ce qu'on va regarder qui n'est pas dans le cœur et qui ne concerne pas la valve aortique, c'est effectivement, est-ce qu'il y a une dilatation de la racine de l'aorte? Et ça, c'est effectivement quelque chose de tout à fait pertinent, puisque en association ou sans association avec la bicuspidie, mais le plus souvent en association avec la bicuspidie, c'est ce qui va poser un problème. Et ça va poser un problème. Et là encore, je reviens sur le détail de tout à l'heure, c'est-à-dire que le détail, c'était du type de bicuspidie aortique. Ce type de bicuspidie aortique va influencer le risque d'apparition d'une fuite, mais aussi la morphologie de la dilatation de l'aorte initiale. Et en fonction de la position du rafet, vous voyez ça en haut à droite de l'écran, en fonction de la position du rafet, le jet va être dirigé sur le bord droit de l'aorte, ce qui correspond à la silhouette aortique typique de la radio de thorax que vous connaissez, ou bien si le rafet est dans un autre angle, eh bien, à une dilatation qui va pousser le bord gauche de l'aorte. Et on va définir dans la bicuspidie aortique différents types de dilatations, des dilatations qui intéressent l'aorte au-dessus de la jonction sinotubulaire et d'autres qui vont intéresser la jonction sinotubulaire et la racine de l'aorte. Et cette définition est très importante puisque le risque de progression de la fuite et le type de chirurgie de remplacement de l'aorte ascendante, s'ils étaient nécessaires à un moment, vont être fortement influencés par l'anatomie initiale de la dilatation, ainsi que votre modalité de surveillance en échographie ou par des techniques d'imagerie comme l'IRM, ici en cas de flow, ou par le scanner si vous avez moins accès à l'IRM. Donc, encore une fois, je suis tout à fait d'accord avec les points qui ont été soulevés pour définir l'anatomie précise de la crosse, mais ça va être plus pour définir ce qu'on va faire sur le plan chirurgical. Mais pendant la consultation, il va falloir regarder tout ce qu'on a dit pour l'intérieur du cœur, avec une forte prévalence quand même des anomalies de la valve aortique, et tenter de définir par l'échographie une anatomie précise de la racine de l'aorte et jusqu'au TABC pour savoir comment on va suivre ces patients et quel va être le risque qu'ils développent un anévrisme aortique allant jusqu'à devoir être opérés. Donc ça ce sont vraiment c'est de la consultation de routine de coarctation. Et ceci est vrai pour cette patiente qui a une coarctation de diagnostic tardif, mais c'est vrai si vous suivez des enfants qui ont été opérés d'une coarctation et qui ont une bicuspidie aortique, puisque ces anomalies vont évoluer pour leur propre compte. Et donc, il faut connaître cela et avoir des éléments prédictifs dans le dossier de l'enfant. Damien, est-ce que tu as déjà vu un cas ou des cas de coarctation de l'aorte associée à une maladie de Takayasu? Je crois que nous, on avait vu un cas, mais avec une coarctation de l'aorte abdominale. Est-ce que tu en as déjà vu? Alors, on va dire que oui, mais on va en parler un peu après. Ok, super. Donc, juste pour être un petit peu didactique, mais ça vous le connaissez très bien, c'est quand on va mesurer la taille de l'aorte chez cette jeune femme ou chez un patient qu'on suit, qu'est-ce qu'on utilise comme critère? Tout le monde connaît très bien les critères du Marfan, et donc je ne reviens pas dessus, hein. Mais dans la bicuspidie, et c'est ce que j'ai encadré en rouge, de la taille, et on parle d'adultes de morphologie normale, c'est 50 mm.
mais on va réfléchir parfois un petit peu différemment et parfois intervenir de façon un peu plus précoce quand il y a des facteurs de risque, et je les ai listés sur la droite, c'est-à-dire une famille dans laquelle il y a déjà eu une dissection aortique avec une bicuspidie, quand il y a une fuite aortique de gros volume, et là, bien sûr, comme on va devoir intervenir sur la valve, eh bien, la question se pose de façon assez logique. Les patients hypertendus et les femmes qui veulent avoir une grossesse, on va peut-être être un petit peu plus strict sur le diamètre que 50, surtout s'ils ont une coarctation. Souvenez-vous quand même que c'est une recommandation de type 2A avec un niveau de preuve qui est un avis d'expert. Mais tout de même, il faut se souvenir que chez les patients qui ont une bicuspidie aortique, qui ont une coarctation, chez les femmes qui souhaitent être enceintes, celles qui sont hypertendues, eh bien, il faut être un petit peu plus strict sur les indications de remplacement de l'aorte ascendante et qu'en fonction du type de dilatation qu'on a vu juste précédemment, eh bien, vous comprenez bien que s'il s'agit d'un remplacement de l'aorte au-dessus de la jonction sinotubulaire, c'est un simple tube et on n'aura peut-être pas besoin, si la valve aortique est compétente, d'y toucher. Si c'est une dilatation de toute la racine de l'aorte, eh bien, il va falloir faire une chirurgie un petit peu plus compliquée avec ou sans remplacement valvulaire aortique. Donc, je veux vous faire toucher du doigt que l'aspect congénital de la coarctation de l'aorte ou de la bicuspidie aortique et le lien extrêmement étroit qui existe entre ces trois problèmes, c'est-à-dire l'obstacle aortique, la dilatation de l'aorte initiale et la valvulopathie aortique, doivent être managés par vous de façon conjointe. Et l'information que vous devez donner aux patients doit comporter ces trois aspects. Damien, est-ce que parmi les facteurs de risque, est-ce qu'on ne pourrait pas rajouter Oui. la progression de la dilatation? Si on a la chance de suivre régulièrement le patient, est-ce qu'il est progresseur lent, est-ce qu'il est progresseur rapide? Alors, ça a été effectivement regardé. Les seuils sont toujours variables en fonction des papiers. Pour l'instant, dans les recommandations qui sont collectives, cette vitesse de progression n'est pas chiffrée exactement, mais bien évidemment, elle joue un rôle. Il y a autre chose aussi qui est difficile à manipuler, et là je parle pour ceux qui sont des pédiatres, c'est l'utilisation des Z-scores, parce que vous savez que quand en pédiatrie, on utilise beaucoup les Z-scores, mais que quand on est dans des valeurs extrêmes, la manipulation des Z-scores est difficile. Le Z-score, c'est intéressant quand on va entre… Le Z-score, c'est l'écart type à la moyenne. Hein, et donc, quand on est entre plus 2, plus 3, plus 4, ça va. Mais dès qu'on dépasse plus 4, pour beaucoup de paramètres en pédiatrie, on peut avoir de temps en temps des Z-scores qui sont à 11, alors que la valeur absolue du diamètre, tout compte fait, n'est pas très inquiétante. Donc, là aussi, il faut faire attention. Donc, par exemple, des sauts de Z-score pendant vos consultations, si vous utilisez des sites où il y a des Z-scores pour les diamètres aortiques, parce que c'est ce qu'on fait souvent, surtout pour les enfants qui ont des maladies de Marfan, sont un petit peu piégeants. Voilà. En tout cas, sur le plan décisionnel. Mais ça reste intéressant. Effectivement, la vitesse de progression rapide est un des facteurs, et ça l'est dans la maladie de Marfan hein, ou dans d'autres mutations que j'ai fait taire. Excuse-moi, juste 2 secondes. Younes, il y a des gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à voir les slides. Il y avait une coupure de 5 secondes et ça est revenu. C'est C'est bon. bon maintenant? Oui, c'est bon. Super. Vas-y, Damien, excuse-moi. Alors maintenant, il y a quelque chose qu'il faut peut-être aussi vérifier en dehors du patient. Donc là, je vous rappelle, on est dans le sujet, c'est une coarctation de l'aorte, il y a 60% de risque qu'il y ait une bicuspidie aortique, et puis on a discuté de la dilatation initiale. Mais maintenant, il y a autre chose dont on peut discuter en consultation. Alors, est-ce que c'est le moment quand on fait le diagnostic ou est-ce qu'il faudra le faire un petit peu plus tard? Mais c'est une question importante. Est-ce que c'est le côté génétique? Le conseil génétique? Oui, exactement. Donc, c'est une question qui, à mon avis, en tout cas, moi, je ne ferai pas ça pendant la première consultation avec cette jeune femme, mais examiner la famille au premier degré est quelque chose qui est recommandé. C'est une recommandation
de niveau 2A. C'est donc une recommandation raisonnable, puisque le risque d'avoir une bicuspidie aortique, si on a un apparenté au premier degré qui a une bicuspidie aortique, est d'environ 10%. Ce n'est pas négligeable, et c'est d'autant plus vrai que la bicuspidie est de type 0. D'accord ? Donc, d'autant plus vrai que dans les formes les plus fréquentes, dans les coarctations de l'aorte, et on sait que c'est à peu près 1% de la population générale pour tous les types de bicuspidie, mais quand on a une bicuspidie de type 0, c'est environ 10%. Et donc, on peut discuter d'examiner les descendants ou les ascendants. C'est probablement pas le problème immédiat de cette jeune femme, mais en tout cas, il faudra le faire. Donc voilà. Donc là, on a fait un petit peu le tour d'une consultation. Celle-là, c'est peut-être pas une primo-consultation, mais donc la coarcte, la valve aortique et la racine de l'aorte. Alors, le conseil génétique, Damien, c'est aussi l'importance qu'on entend sur une bicuspidie ou bien sur une coarctation, c'est de se dire, est-ce que les prochains enfants, est-ce qu'ils ne risquent pas d'avoir essentiellement ce qu'on craint le pire, c'est-à-dire le syndrome d'hypoplasie du cœur gauche? Alors, effectivement, ça c'est une très bonne remarque. Le risque de récurrence se fait dans le spectre des maladies du cœur gauche. Absolument. Donc, ça, c'est une réalité. Cependant, je vous rappelle, et le tableau est très important, les associations que j'ai montrées tout à l'heure, ça reste une rareté. Donc, là aussi, je pense qu'il faut un petit peu de tempérance dans le conseil. C'est-à-dire que s'il n'y a aucun antécédent de malformation cardiaque grave, le fait de proposer une surveillance de la grossesse chez une femme ou comme même si c'est le papa, qui a eu une coarctation de l'aorte, surveiller la grossesse, pas uniquement pour la femme, mais pour le fœtus, c'est dans l'objectif de dépistage, surtout du risque de coarctation néonatale. Puisque si on est dans une stratégie de dépistage, ce qui n'est pas tout à fait le cas au Maroc, mais ce qui est le cas en France, le diagnostic d'hypoplasie du cœur gauche sera fait. Il sera fait en population. Il manque la moitié du cœur, donc ce n'est pas parce qu'on va chercher l'hypoplasie du cœur gauche, on va chercher l'hypoplasie du cœur gauche pour tout le monde. Donc là, c'est plutôt l'asymétrie des ventricules qui fait craindre le risque de coarctation et le péril néonatal que cette femme n'a pas vécu. Donc, ce serait plutôt dans ce sens-là. En tout cas, moi, je ferais le conseil génétique comme ça pour éviter de parler d'une maladie grave qui certes est possible scientifiquement, mais qui a un risque extrêmement élevé. Alors, une dernière question avant peut-être que tu passes à autre chose. Le professeur Barbier pose la question sur le double orifice mitral. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur la tolérance et puis sur ce que tu en vois beaucoup? C'est un autre sujet, le double orifice mitral, mais le double orifice mitral associé aux obstacles gauche, c'est très rare. Ça arrive, mais c'est très rare. Il y a le double orifice mitral associé au canal atrioventriculaire. C'est une anomalie qui peut poser des problèmes de réparation. Ce n'est pas tout simple. Ça veut dire qu'il y a, en fait, le double orifice mitral, c'est qu'au lieu d'avoir un seul orifice comme ça, en fait, la valve s'ouvre comme deux petits ronds. Chacun s'ouvre sur un pilier en entonnoir. Et donc, un des orifices est fendu dans les canaux atrioventriculaires, mais on peut avoir des doubles orifices de la valve mitrale sans canal atrioventriculaire. Souvent, c'est plutôt une coquetterie échographique. Dans le canal atrioventriculaire, c'est problématique. Mais on fera un autre séminaire sur les anomalies de la valve mitrale. Absolument. Donc, la coarctation, voilà. Ici, c'est une coarctation comme dans les livres. C'est un patient adulte, puisqu'il a 25 ans. Ce n'est pas la femme de 31 ans parce que je n'avais pas ces images, mais c'est exactement la même chose. Et on voit ici soit du 2D qui bouge, ici avec la coarctation en membrane, qu'on appelle la coarctation discrète, avec peu d'hypoplasie de l'arche aortique en amont, peu de dilatation de l'aorte après, un calibre qui est relativement homogène, une coarctation courte et serrée. Et puis ici, sur le cadre des flots, on voit aussi très bien la zone de convergence, exactement comme vous pourriez l'avoir en échographie. Donc là, on sait que c'est une coarctation facile. Donc, bien sûr, il y a des coarctations plus difficiles avec des hypoplasies de l'arche aortique en amont, mais
la plupart de ces coarctations difficiles ont été vues chez des nouveau-nés aujourd'hui, puisqu'elles correspondent en fait à des coarctations qui se sont produites du fait de la réduction du débit dans l'aorte horizontale pendant la vie fœtale et qui a conduit à une hypoplasie sévère de l'arche aortique le plus souvent et qui va conduire à des formes à expression précoce. Donc, chez les adultes, on voit plutôt des formes comme celles que je vous montre là. Mais il peut y avoir aussi des formes un peu plus compliquées, je vous l'accorde. Donc, celle-là, elle est facile. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire à cette patiente? Et c'est surtout ça dont je vais Juste avant de passer, s'il te plaît, Damien, est-ce que tu fais systématiquement une autre imagerie que l'écho-Doppler, bien entendu, Oui. systématiquement ou pas? Oui, oui. Là, je vous ai montré des IRM et un scan. On fait essentiellement de l'IRM chez l'adulte. Chez l'enfant, ce n'est pas vrai du tout. Hein. Je parle de la coarctation de l'adulte. Chez l'enfant, dans l'immense majorité des cas, on n'a pas besoin de faire autre chose que de l'échographie. Chez l'adulte, la réponse est oui. On a besoin de faire autre chose que l'échographie, puisque le traitement chez l'adulte va être un traitement percutané, dans la majorité des cas. Je vais vous montrer un petit film qui le résume. On a besoin, parce que ça accélère la procédure, d'être guidé pour la taille du stent, sa position, savoir s'il faudra traiter une hypoplasie distale de l'arche en même temps, savoir où se situent les vaisseaux à destinée encéphalique. Donc, on a besoin de cette imagerie et l'échographie n'est pas assez précise. Donc, on fait systématiquement, en tout cas dans mon unité, des IRM pour définir l'anatomie de la coarctation quand elle est diagnostiquée chez l'adulte, qu'il s'agisse d'une coarctation native d'ailleurs ou d'une recoarctation. D'une coarctation qui aurait mal évolué, qui a été opérée dans l'enfance, puis qui se resténose ou dont on fait le diagnostic de resténose tardive. Dans tous les cas, en tout cas, moi, pour faire avec Guy Malexadeh qui dirige le laboratoire de cathétérisme chez moi, pour faire du stenting, on a besoin tous les deux d'avoir cette image. Merci. Et donc, il y a des recommandations pour le traitement. Ces recommandations, encore une fois, il n'y en a qu'une seule de classe 1, c'est le vert. Le vert, ça veut dire qu'il y a eu une démonstration. Vous êtes probablement habitué à ces recommandations et à ces critères de l'ESC, sont un peu différents pour l'American Heart, mais c'est à peu près les mêmes. Et donc, c'est des patients qui sont hypertendus aux membres supérieurs, qui ont des chiffres d'hypertension, avec un gradient de 20, ou bien une réponse pathologique à l'effort et une hypertrophie ventriculaire gauche. Donc, ces patients-là doivent être traités. Voilà. Donc, le gradient de 20, c'est quand il n'y a pas de collatéral, et 10 s'il y a des collatérales, puisque je vous ai dit que ça amortissait ce gradient de pression. Donc, en gros, coarctation et hypertension artérielle de repos ou une réponse très pathologique à l'effort dit il faut traiter. C'est la majorité des patients. Donc, les deux autres indications sont peut-être plus douteuses, mais elles sont moins fréquentes. C'est d'abord des patients qui auraient un rétrécissement de 50% de l'isthme aortique, indépendant du gradient de pression. Donc là, ça voudrait dire que ce sont des patients qui ne sont pas vraiment hypertendus, chez qui on va traiter une image. Donc chez ceux-là, comme vous le voyez, ce n'est pas le même niveau de preuve. En tout cas, ils existent. Et ce qui est important, c'est de leur faire un test d'effort pour voir s'ils ont cette réponse pathologique qui indiquerait un traitement, parce que l'hypertension d'effort, on pourra en discuter pendant des heures, mais ce n'est pas vraiment quelque chose qu'on doit traiter, mais associé à la coarctation, oui. Et donc, chez ces patients, moi, je leur fais une MAPA. Je leur fais une MAPA pour savoir quel est leur profil hypertensif, et en particulier s'ils sont hypertendus pendant la nuit et quel est leur niveau d'hypertension si je n'arrive pas à le saisir à l'effort et au repos. Et ensuite, il y a une autre recommandation de plus bas niveau qui est indépendante du gradient de pression chez des patients non hypertendus. La première, excusez-moi, c'était pour les hypertendus de repos. Donc, c'était celle-là que je commentais pour dire que celle-là, elle est douteuse et que celle-là, on fait une main. Donc, c'est un outil très important. Test d'effort et MAPA chez les patients non hypertendus sont des éléments du diagnostic et de surveillance
des patients qui ont un isthme aortique qui n'est pas parfait quand vous suivez des coarctations d'aorte. Alors, le traitement, si on est dans une situation facile où on a une coarctation discrète de l'aorte avec un isthme qui est sténosé et peu ou pas d'hypoplasie de l'aorte en amont, eh bien, ça va être de faire du cathétérisme cardiaque. Et je vous montre ce petit film. Et vous voyez ici donc, une image angiographique de la coarctation avec la sténose isthmique, le matériel pour stenter avec ici donc la gaine, le ballon sur lequel on va monter le stent, et puis la procédure de stenting avec cette petite animation où on va amener donc la gaine, on retire le dilatateur et on va amener le stent dans l'isthme aortique pour venir le positionner. Donc toute la question dans ce type de traitement, ça va être quel type de stent on met. Est-ce qu'on met un stent nu ou est-ce qu'on met un stent couvert? On utilise souvent en première intention des stents nus, mais il faut être prêt à mettre des stents couverts parce qu'on peut avoir des ruptures de l'aorte dans ce type de traitement. Donc, il faut être prudent. Et les autres questions vont être de savoir si on couvre partiellement la sous-clavière gauche, si elle était présente. Et enfin, est-ce qu'on dilate au diamètre nominal en une seule fois ou est-ce qu'on fait en plusieurs fois? Et donc, tout ça, ce sont des questions de détail, mais ce sont des questions importantes et il y a des situations où on pourrait discuter de faire le geste en plusieurs étapes. On a vu, nous, très récemment, une jeune femme d'une vingtaine d'années qui est venue pour une hypertension artérielle maligne. Elle était très mal, elle était dans le coma. Elle s'est améliorée avec le traitement d'hypertension. Le diagnostic de coarctation a été fait à ce moment-là et elle avait une quasi-interruption de la crosse aortique. Il y avait un tout petit passage. Eh bien, on a décidé de faire en 2 fois. On ne lui a pas levé complètement l'obstacle parce qu'on avait peur de casser complètement l'aorte. Et ça, c'est une complication d'une grande gravité. Donc, on a fait en 2 fois. On lui a mis un stent et on a décidé qu'on le redilaterait dans quelques semaines quand les choses seront un peu cicatrisées autour de cette lésion native. Donc ça, voilà. Ça, c'est le traitement de la coarctation de l'adulte. Alors, ne pensez pas que c'est le traitement de la coarctation à tous les âges. Surtout pas. Le traitement de la coarctation du nouveau-né, c'est un traitement, et du petit enfant, c'est un traitement chirurgical. Le stenting de la coarctation, c'est le traitement de la coarctation, on va dire, du très grand enfant ou de l'adolescent, pour avoir un diamètre du stent qui soit celui d'un adulte. Et c'est celui de l'adulte. Ce n'est pas celui de l'adulte parce que c'est devenu facile, c'est celui de l'adulte parce que la chirurgie de la coarctation de l'adulte est devenue difficile. Donc, le stenting chez l'enfant, c'est prohibé pour le traitement des coarctations natives. On peut avoir besoin de faire des gestes de sauvetage où on stent des enfants. Oui, on peut passer un cap. Voilà, pour passer un cap. Et chez l'adulte, la chirurgie de la coarctation est très difficile. Il y a beaucoup de collatérales quand on rentre dans le thorax. La paroi est très fine, la suture est difficile. Clamper l'aorte peut être complexe et donc le traitement est interventionnel. Voilà juste en live à quoi ça ressemble. Bon, le stent, je pense, n'est pas parfaitement ouvert. Ce n'était pas un adulte, c'était un ado. Et vous voyez que le résultat est très bon. Et voilà la position du stent. Tout de suite, on se dit, ben, effectivement, il déborde un petit peu, comme vous pouvez le voir, hein, dans l'aorte horizontale. Hein. Ce n'est pas toujours facile de mouler le stent correctement. Et aujourd'hui, le long terme de ces stents dans les coarctations natives ou les recoarctations est quelque chose qui a été regardé, qui est plutôt bon, mais je pense qu'il faut qu'on continue de recueillir des informations. Alors, on a traité la patiente et donc il y avait des questions là-dessus. C'est quoi les grandes questions quand on va suivre cette patiente? Les grandes questions, les voilà. L'hypertension artérielle, donc ça, on va continuer à la suivre. Et ce n'est pas toujours parce qu'on a levé complètement l'obstacle que l'hypertension artérielle va totalement disparaître. En effet, si vous avez laissé le lit artériolaire au-dessus de l'obstacle aortique être soumis à une hypertension artérielle pendant des décennies, ce n'est pas du tout sûr que lever même totalement l'obstacle sur l'isthme aortique va guérir l'hypertension artérielle. Donc, continuez à surveiller ça et on peut avoir plein de profils, soit l'absence de disparition d'hypertension artérielle, soit une récurrence
de l'hypertension artérielle quelques années après avoir traité efficacement une coarctation ischémique sans qu'il y ait d'obstacle résiduel. Il va falloir dépister, bien sûr, la récidive d'une coarctation, l'encrassement du stent, en l'occurrence chez cette patiente, que vous pourrez traiter à nouveau. Et donc ça c'est très important de le faire. L'échographie, enfin, la clinique et l'échographie devraient suffire à le faire, mais on peut parfois avoir besoin d'autres techniques. Les anévrismes de l'isthme aortique, c'est uniquement quand on fait de la chirurgie avec un patch, donc ça, là, on n'en parle pas. Et puis, effectivement, comme ça a été évoqué tout à l'heure, la bicuspidie, on en parlait, la maladie de la valve mitrale, on l'a dit, etc. Et j'évoque deux choses ici. Est-ce que les patients qui ont été opérés d'une coarctation ont un risque plus élevé d'avoir une maladie coronaire? Et est-ce qu'ils ont un risque d'anévrisme cérébral? Et donc, je n'ai pas mis de diapositive, mais je réponds aux deux questions rapidement. Le risque de mourir d'une maladie coronaire n'est pas supérieur à celui d'une communication interventriculaire opérée si on ajuste pour les facteurs de risque cardiovasculaires que vous connaissez bien. Donc, le message, c'est vous suivez un patient pour une coarctation de l'aorte, en particulier un adulte, il a déjà l'hypertension artérielle comme un facteur de risque, il faut impérativement que vous regardiez le reste, le cholestérol, le tabac, le diabète, le surpoids, la sédentarité. Et donc, il faut limiter au maximum les facteurs de risque cardiovasculaires chez ces patients qui en ont déjà un. Mais si on ajuste le risque, il n'est pas différent de la population générale si on ajuste pour les facteurs de risque. Donc, il ne faut pas qu'ils en aient de supplémentaires. Pour les anévrismes cérébraux, c'est un problème. Pourquoi? Parce que ça existe. Mais toutes les études, enfin pas toutes, mais la plupart des études qui ont cherché à dépister ces anévrismes et à éviter leurs complications hémorragiques n'ont pas été très concluantes. Autrement dit, soit elles n'en ont pas trouvé, soit elles en ont trouvé de façon exceptionnelle sans identifier de facteur de risque. Donc aujourd'hui, je ne sais pas répondre à la question à partir des études sur est-ce qu'il faut faire de l'imagerie cérébrale chez les patients qui ont des vieilles coarctations. Nous, chez les enfants, on n'en fait pas, mais chez cette jeune femme, je pense que nous en ferions une. Damien, elle a pour gardé toi, pendant longtemps. Oui. Damien, pour l'anévrisme cérébral, Oui. en général, c'est dû à une malformation associée ou est-ce que c'est dû seulement à la fragilisation vasculaire due à l'hypertension artérielle? C'est un peu les deux, justement, et c'est ça la difficulté. C'est-à-dire, il y a des études qui ont screené des ados, par exemple, qui n'ont rien trouvé. Donc, ils ont dit, c'est pas malformatif. Et nous, cette année, on a eu 2 accidents vasculaires cérébraux hémorragiques chez les patients coarctation. Donc, ça veut dire que quand on fait du dépistage, c'est pas très rentable. Mais je pense qu'une femme de 30 ans qui est probablement hypertendue depuis très longtemps, ça devrait faire partie du dépistage. Hein. On lui dépiste l'anévrisme de l'aorte qu'on peut très bien surveiller. Je pense que c'est aujourd'hui justifié d'aller voir si elle a un anévrisme, un petit anévrisme qui pourrait être embolisé et lui éviter une complication grave. Ce n'est pas idiot. Le faire systématiquement chez l'enfant, aujourd'hui, ce n'est pas rentable. Damien, est-ce qu'on peut répondre rapidement à quelques questions, mais brièvement, comme ça? Bien sûr. Alors, l'intérêt de l'écho-fœtal dans le diagnostic anténatal, est-ce que c'est facile, c'est pas facile? Alors, l'échographie fœtale, en tout cas, c'est à la recherche d'une asymétrie ventriculaire et d'une asymétrie artérielle. Il y a des rapports, donc c'est au 2e trimestre essentiellement que c'est utile. Donc, c'est au 2e trimestre, ça veut dire dans une stratégie de dépistage, une asymétrie trop marquée entre le ventricule gauche et le ventricule droit, avec un ventricule gauche inhabituellement petit, va prédire la coarctation de l'aorte. Et quand les rapports, on va dire, sont supérieurs à 1,5, c'est-à-dire que la différence entre les 2 ventricules, si on faisait un rapport de diamètre ou des vaisseaux, si c'était 1, ils auraient la même taille. Si c'est 1,5, ça veut dire qu'il y a une disproportion importante entre les 2 ventricules. Il y a aussi des rapports de 1,6 qui ont été donnés. Ça prédit dans 90% des cas la coarctation de l'aorte. Au 3e trimestre, c'est beaucoup moins sensible. Donc, c'est l'examen du 2e trimestre qui est important. Oui.
Les syndromes de coarctation serrée plus CIV large, à la naissance, tu ferais cerclage dans un premier temps Non. avec coarctectomie, on fait la totale directe. Alors, la réponse est si la communication interventriculaire se prête à une fermeture chirurgicale néonatale, c'est-à-dire les communications interventriculaires périmembraneuses ou de la voie d'éjection, le traitement doit être une réparation complète par devant. Super. S'il s'agit d'une communication interventriculaire d'admission, ça se discute parce que le risque pour les voies de conduction est important. Donc, l'anatomie précise est importante. Et enfin, il y a des caractéristiques qui dépendent de l'enfant. Si l'enfant est de très petit poids, on va passer par coarctation cerclage. Mais bébé à terme, CIV accessible chirurgicalement égale réparation complète. Merci. Alors, est-ce que tu nous as parlé tout à l'heure de l'épreuve d'effort, est-ce que ça vous arrive dans votre service de faire des échos d'obus pour des patients qui ont un petit gradient ou de l'écho d'obus? Sur l'aorte, sur l'aorte Oui, sismique? pour voir est-ce que le Non. gradient augmente sous épreuve pharmacologique. Non, on ne tient pas compte du gradient en fait à l'effort. On ne mesure pas la pression en bas. On tient compte de la pression en haut, donc au membre supérieur. On ne fait pas donc c'est le test d'effort, ou enfin, en tout cas, si on devait faire ça, on ne le fait pas. Hein. Mais si on devait faire de l'écho de but dans une coarctation, ce serait pour savoir s'il y a une hypertension artérielle d'effort, mais pas si le gradient augmente. Merci. Alors, est-ce que l'hypertension artérielle de la coarctation de l'adulte, est-ce qu'elle est réversible? Oui, oui, elle peut l'être. Elle est bien sûr, plus l'hypertension artérielle dure, moins elle est réversible. Il n'y a pas énormément de data. Il y en a quand même quelques-unes qui disent que le traitement de la coarctation de l'adulte est très efficace sur l'hypertension artérielle, mais il n'est pas du tout exceptionnel que les patients conservent des traitements. Chez l'enfant, ça n'existe quasiment plus, mais on en voit quand même encore. On sait que les coarctations opérées à l'âge de 4 ans, après l'âge de 4 ans, laissent beaucoup plus souvent, c'est très très significatif, hein, beaucoup plus d'hypertension artérielle que celles qui sont opérées précocement. Donc aujourd'hui, une coarctation diagnostiquée chez un enfant doit être opérée, et ce, quel que soit l'âge. Hein. Une coarctation ismique diagnostiquée chez un enfant de 1 mois, ça s'opère tout de suite. Alors après stenting, est-ce que c'est aspirine, Plavix ou les deux et pour combien de temps? Aspirine seulement. Et il y a même des gens qui disent que dans la horte, ce n'est pas indispensable. Bon, nous, on en donne, mais on ne donne pas de Plavix, non. On ne donne que de l'aspirine. Super. Alors, on va. allez, on avance. Merci. You have done the echo. Mais vous demandez s'il y a vraiment une coarctation. Et voilà en fait ce que vous avez. Donc, je vous laisse 2-3 secondes. Donc, on est dans une vue suprasternale. Je suis désolé, je n'ai pas mis de légende, mais c'est une vue suprasternale qui normalement a pour objectif de dérouler la crosse de l'aorte. Donc, normalement, vous devriez voir la crosse de l'aorte ici, d'accord, qui donne les vaisseaux à destinée encéphalique. Donc là, on voit l'artère pulmonaire droite, mais ce qui est bizarre, c'est que on ne voit pas la portion horizontale. D'accord? On voit l'artère pulmonaire droite, on voit l'aorte ascendante, puis ensuite ça s'en va loin par là, puis ensuite ça redescend. Oui, absolument. Bon. Alors, il y a un peu d'accélération. Là, on voit le départ de la sous-clavière, vous voyez? Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est quoi? Eh bien, ça, c'est tout le registre des pseudo-coarctations. Et je vais vous en montrer quelques-unes. C'est les pièges de la coarctation. Et donc ça, de là, bien. De la piège de la coarctation. Donc là, c'est fait partie des anomalies des arcs aortiques. Et donc là, vous voyez, ici, c'est plié, d'accord? Et ça, et l'aorte monte ici, elle est souvent à droite, et elle va dans le cou, elle passe souvent au-dessus de la clavicule, vous allez voir, et elle redescend ensuite à gauche,
et on appelle ça l'aorte cervicale. On appelle l'aorte cervicale. Chez ce monsieur… C'est le kinking de l'aorte, c'est un peu ça? Non, C'est pas ça. eh ben, ça ressemble, mais tu vas voir juste après que ce n'est pas exactement ça. Et donc ici, chez ce monsieur, là il est de face, on voit sa glotte, ça c'est son aorte. Elle est dans le cou, d'accord? Et on voit sur le scanner de ce monsieur que l'aorte passe au-dessus de la clavicule et ensuite elle redescend. Et cette plicature ici peut donner une clinique, comme tu le disais, de kinking. Donc c'est kinké, mais ce n'est pas ce qu'on appelle le kinking. Je vais te le montrer après. Ce n'est pas ce qu'on appelle le kinking, mais ça peut donner un obstacle et mimer une coarctation de l'aorte. Ça donne très rarement de l'hypertension artérielle. Le plus souvent, ça donne comme complication des anévrismes de la partie qui précède l'obstacle. Comme vous pouvez le voir sur ce scanner, donc on voit l'aorte qui part à droite, puis ensuite l'applicature et un gros anévrisme derrière, donc c'est de la chirurgie très compliquée. Donc l'aorte cervicale, ça mime la coarctation modérée, souvent il n'y a pas d'hypertension artérielle quand même. Et la complication, comment? Et là, il faut les surveiller. Hein. Il faut les opérer? Et s'ils ont des anévrismes, il faut les opérer. Ouais. S'ils n'ont pas d'anévrisme, il ne faut pas. D'accord. Mais il faut les surveiller. Donc voilà à quoi ça ressemble avec un dessin. L'aorte part de ce côté-là, puis ensuite elle redescend. Et si elle est suffisamment pliée ici, elle va donner un obstacle. D'accord? Super. Donc le problème de ça, c'est l'anévrisme. Ce n'est pas la coarcte. Allez, j'ai mis la même phrase. Là, tu peux y aller, Saïd. Alors, là, on voit l'aorte ascendante qui est correcte, l'aorte horizontale aussi qui est correcte, le début de l'aorte descendante, et puis on voit qu'il y a une accélération ici. Alors, on ne voit pas la naissance de la sous-clavière, à moins que ce soit celle-là, la grosse, hein, celle qui est grosse Non, ici. non, c'est de la réverbération. D'accord. Alors après, il y a une petite dilatation post-sténotique. Alors, je ne sais pas, il y a peut-être quelque chose ici, non? Ça, c'est l'artère pulmonaire droite, ça. Et juste au-dessus de l'artère pulmonaire droite, très bonne remarque. Bon, donc ça, je ne voulais pas vous le montrer, mais ça, c'est effectivement l'artère pulmonaire. On va voir ce que c'est l'aorte après. Ça, c'est l'artère pulmonaire oui, droite. Et quand l'aorte a ce trajet-là, le tronc veineux innominé passe souvent dans la concavité de la crosse. D'accord? Donc, on appelle ça un tronc veineux innominé sous-aortique. D'accord? Et donc, ça se voit dans l'aorte cervicale ou dans cette anomalie et qui s'appelle le kinking. D'accord? Et donc, cette anomalie, c'est lié au fait que l'aorte est un petit peu trop longue en face du ligament artériel, c'est-à-dire du canal artériel. Et donc, ça va donner cet aspect de pseudo-coarctation. Il est très rare dans le kinking d'avoir de l'hypertension artérielle et une clinique de coarctation. On peut l'avoir, mais elle est souvent modérée. Et donc, toute la question est effectivement d'avoir à intervenir sur ce genre de choses. Il faut bien faire le distinguo, parce que dans la plupart des cas, il n'y a pas de gradient. Donc, c'est le kinking. C'est autre chose que l'aorte cervicale. Donc, voilà, c'est une coudure ou une marche d'escalier. On peut avoir un souffle. Il n'y a généralement pas d'asymétrie de la pression artérielle et il n'y a pas de circulation collatérale dans le kinking. D'accord? Et donc, on a déjà, nous, cathétérisé des patients qui avaient été diagnostiqués comme ayant des coarctations ischémiques. Et en fait, on était surpris parce qu'il n'y avait pas de gradient de pression. Si vous mettez votre Doppler, comme c'est un obstacle de longueur non nulle, vous pouvez éventuellement avoir des flux qui ressemblent à des flux de coarctation. Donc, méfiez-vous quand même de cette anatomie. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles il faut faire de l'imagerie. Damien, alors on est à 1 heure déjà et on veut absolument voir les autres sujets et les autres cas. Allez, on finit avec celui-là pour celui-là. Alors non, là, on voit quoi? Un peu plus rapidement, si possible. Là, on voit une aorte normale oui. chez cette patiente qui a de l'hypertension artérielle. Donc, je disais, est-ce qu'on voit des maladies de Takayasu? Oui, on peut voir des maladies de Takayasu. Et là, on voit ce qu'on appelle le mid-aortic syndrome, c'est-à-dire l'hypoplasie sévère de l'aorte abdominale, qui se voit dans différentes maladies, dont les aortites inflammatoires de différentes natures. D'accord? Avec en plus ici des sténoses des artères rénales et digestives. Donc, méfiez-vous de la coarctation de l'aorte abdominale.
Donc, vous ne voyez pas de coarctation sur l'échographie, mais l'obstacle est plus bas et la clinique, bien sûr, ressemble de l'hypertension artérielle, les coups fémoraux qui sont amortis et un traitement qui est radicalement différent et souvent difficile. Alors, il y a quelqu'un Allez, la dernière. qui te dit que ton image sur le kinking est exceptionnelle. Voilà, c'était pour te dire ça. Allez, encore une aorte un peu tordue. Et bien justement, elle est tordue. Vous voyez à nouveau ici l'aorte, on a du mal à la suivre et elle est sinueuse d'accord dans tout son trajet. Et bien ça peut aussi donner des coarctations. Ça s'appelle le syndrome des artères tortueuses. Syndrome des artères tortueuses. Vous voyez ce patient? Un anévrisme de l'aorte initiale, l'aorte toute tordue. Et ici, hop, il y a une coarctation, puis après, ça fait des zigzags comme ça. Ça, c'est une maladie génétique, l'autosomique récessive, très pas classique, relativement rare, mais il faut la connaître aussi et ce n'est pas facile à appréhender parce qu'il y a bien sûr plein de choses à faire pour améliorer ce patient et c'est difficile. Allez, le deuxième sujet. 66 ans, dyspnée d'effort en classe 2 de la NYHA. À l'examen, l'auscultation cardiaque est normale, il n'y a pas d'hépatomégalie. Elle vous apporte sa radiographie de thorax. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est une cardiomégalie manifeste, au dépend de l'oreillette droite peut-être, au dépend peut-être des deux ventricules ou du ventricule droit, mais là, on se perd un petit peu au niveau de l'apex. La vascularisation pulmonaire, elle est peut-être un petit peu pauvre un petit peu du côté gauche. On a l'impression qu'elle est normale du côté droit, et une distension thoracique avec une horizontalisation des côtes. Voilà. Bon, donc effectivement, c'est très bien. Bravo, professeur Schreiby. En fait, effectivement, la radio n'est pas d'une excellente qualité. Ce qu'on voit surtout, c'est un débord très important de l'arc inférieur droit, avec un médiastin qui est étroit. On ne voit pas ici de surélévation de l'arc moyen gauche. Donc, c'est une dilatation de l'arc inférieur droit qui correspond le plus souvent à l'oreillette droite, sans aspect d'hypertension pulmonaire évident. Autrement dit, est-ce que c'est une pathologie globale du cœur droit ou que de l'oreillette droite? Eh bien, voilà l'image. Et donc, sur cette image, et je vais mettre l'autre en route aussi en même temps, si elle veut bien, eh bien, on voit l'oreillette gauche, le ventricule droit et l'oreillette droite, la valve tricuspide, et on observe des choses qui permettent de faire le diagnostic quasiment sur cette seule incidence. Ici, de ce qu'on appelle l'oblique antérieure droite, la tricuspide, le ventricule droit, et le diagnostic est celui de dilatation idiopathique de l'oreillette droite. Pourquoi? Eh bien, d'abord parce qu'il n'y a pas d'accollement du feuillet septal de la tricuspide. Il y a un petit décalage entre la valve mitrale et la valve tricuspide, mais il n'y a pas d'accollement du feuillet septal qui est bien libre ici, qu'on voit bien bouger. Ce n'est pas une malformation d'Epstein. Sur l'OAD, il n'y a pas de projection vers la voie d'éjection de l'anneau tricuspide. Ce n'est donc pas une malformation d'Epstein. La valve tricuspide est fine, on ne voit pas d'aspect épaissi, on ne voit pas de rupture de cordage et on voit une fuite qui est modeste, même s'il faudrait voir plusieurs incidences. Donc, ce qu'on voit, c'est une malformation ou une anomalie de l'oreillette droite qui est dilatée, sans évidence de shunt atrial, sans fuite tricuspide, sans dilatation du ventricule droit et sans malformation de type epsteinoïde de la valve mitrale. Le diagnostic le plus probable, chez une patiente qui a vécu jusqu'à 66 ans sans avoir de symptômes et qui a un examen cardiovasculaire normal, c'est dilatation idiopathique de l'oreillette droite. À quoi c'est dû? Je vous rappelle que dans idiopathique, il y a idiot. Ça veut dire idiopathique, c'est synonyme du médecin reste idiot. Et voilà à quoi ça ressemble quand on fait une angiographie. Une énorme oreillette droite, ici en oblique antérieure droite et là en oblique antérieure gauche, et un ventricule droit strictement normal de forme triangulaire avec deux artères pulmonaires. Les complications sont rythmiques et rarement des complications à type de compression du ventricule droit par cet énorme OD. Donc, dans la plupart des cas, les patients sont totalement asymptomatiques. Il y a peu de recommandations de traitement, c'est une maladie rare.
Mais une des recommandations, ce serait de donner de l'aspirine à dose antiagrégante. J'avoue que pour les rares patients qui sont surtout des enfants que je suis, je n'ai pas suivi cette recommandation car généralement, il n'y a pas des complications thrombotiques sont exceptionnelles. Voilà à quoi ça ressemble à nouveau sur l'IRM. Quels sont dans quelle situation tu peux être amené à opérer un patient avec une dilatation idiopathique de l'OD? Alors, dans ce qui a été dit, c'est soit c'est de la chirurgie rythmique, mais aujourd'hui, on a quand même beaucoup de méthodes percutanées pour traiter les anomalies rythmiques de ces patients quand ils en ont. Soit c'est parce que ça gêne le remplissage du ventricule droit. Et donc, ça a été fait. Il y a quelques patients qui ont été opérés. Il n'y a surtout pas d'indication prophylactique. On ne les opère pas de façon prophylactique. Et ta patient, tu l'as opérée? Non. Non. Elle était essoufflée essentiellement parce qu'elle avait une partie de cœur pulmonaire post-embolique. En tout cas, elle avait pas mal d'occlusions pulmonaires. On lui a fait une scintigraphie pulmonaire, mais les thrombus ne venaient pas de l'oreillette a priori. Elle avait eu plusieurs épisodes phlébitiques ou pseudo-phlébitiques, même si on ne les retrouve pas toujours chez les patients qui ont cette maladie-là. Et donc, on a décidé de ne pas l'opérer de la dilatation de l'oreille droite sur ce d'autant qu'elle n'avait pas de trouble de bloc. Et donc, les diagnostics différentiels, c'est ça que je voulais évoquer. Et pour vous montrer quelques petites images aussi rigolotes, le premier, c'est la malformation d'Epstein. Et la malformation d'Epstein. Je te signale que toutes les personnes qui ont répondu, parce qu'il y en a beaucoup, ils sont partis pour l'Epstein. Mais il y en a un, je n'ai pas le nom, mais qui a posé le diagnostic de dilatation idiopathique de l'oreille droite. Eh bien, c'est lui qui a raison, puisque dans la malformation d'Epstein, en fait, on va regarder une des échos, il y a une portion atrialisée que je montre ici avec la flèche de l'oreillette droite, puisque l'anneau tricuspide n'est plus situé ici, mais il est basculé vers l'avant. C'est ce que je vous montrais sur la coupe échographique précédente, celle-là, où vous voyez que l'anneau tricuspide reste là, alors que dans l'Epstein, il est horizontalisé ici. Et surtout, il n'y a pas d'accollement. Donc, comme il n'y a pas d'accollement, eh bien, il n'y a pas d'accollement du feuillet septal. On le voit bien, il est complètement délaminé. Ce n'est pas une malformation d'Epstein, quelle que soit sa forme. Alors, j'essaie juste d'avancer, mais je suis un tout petit peu bloqué. Alors, pour garder le diagnostic de dilatation idiopathique, il ne faut pas avoir d'IT significative. Tu es d'accord? En tout cas, oui, il ne faut pas que la dilatation soit liée à une surcharge diastolique. Donc, les diagnostics différentiels, là, on a fait le diagnostic tout de suite, mais on peut le faire dans l'ordre. Est-ce que c'est une malformation d'Epstein? Donc, dans la malformation d'Epstein, ce qu'on va voir, et là, je vous montre les différentes incidences de la malformation d'Epstein. Ici, c'est un type B, et donc on ne va pas lire la définition ensemble, mais on voit qu'il y a un aspect accolé de la partie initiale du feuillet septal, et ici, on le voit très bien, hein, en tout cas, il y a la couleur devant, mais l'insuffisance tricuspide se fait vers l'apex du ventricule droit. Le feuillet antérieur est attaché avec des cordages, on voit aussi ici, et le feuillet postérieur est partiellement délaminé. Donc, ça, en fait, typiquement, le diagnostic de malformation d'Epstein, et si on arrête l'image, toute la portion qui est là et qui va jusqu'à l'anneau est ce qu'on appelle la chambre atrialisée. L'oreillette droite elle-même peut être dilatée, mais par la fuite tricuspide. Dans une forme, on n'aime pas la terminologie, mais on appelle ça le type D ou la forme sac, on ne voit pas les feuillets valvulaires tricuspides quasiment, ici, et l'anneau tricuspide est marqué par cette zone un petit peu plus dense, et il n'y a pas de valve. Tout est collé, le feuillet septal est collé jusqu'à la pointe, on ne voit quasiment pas de feuillet antérieur, et si on tournait, on ne verrait pas non plus de feuillet postérieur. L'oreillette droite est ici, mais surtout, la portion atrialisée est énorme. Donc là, c'est cette anomalie-là. Et la fuite tricuspide, voilà maintenant, l'oreillette droite est dilatée, mais parce qu'il y a une surcharge diastolique, comme dans une fuite de la valve mitrale, où le feuillet septal est bien décollé de la paroi. Il n'est pas attaché ici, vous le voyez très bien. Il n'y a pas de coaptation de la valve et elle fuit massivement. Ça, c'est ce qu'on appelle la dysplasie valvulaire tricuspide, qui est une malformation congénitale de la tricuspide qui va dilater de façon considérable les cavités droites, mais qui est souvent associée à des obstacles droits aussi,
Et donc, c'est la fuite tricuspide qui va être responsable de ça. Et le ventricule droit va aussi être dilaté. Il ne l'était pas précédemment dans la dilatation idiopathique. Là, c'est un autre exemple d'une maladie très rare où il n'y a pas de valve tricuspide. C'est la unguarded tricuspide valve. Elle est absente ou complètement détruite. C'est une agénésie de la valve tricuspide qui va donner à peu près la même chose que la malformation d'Epstein. Bon, quand on est devant des cas comme ça, bon, c'est vrai que c'est exceptionnel des images comme ça, où on n'a pratiquement pas de valve septale, pas de valve antérieure. Vous faites quoi, une prothèse ou bien? Après, tout dépend de la symptomatologie. C'est-à-dire que dans la plupart des cas, il y a dans les malformations d'Epstein très sévères, dans la plupart des cas, on va abandonner le ventricule droit. Donc, soit les patients se débrouillent avec un tout petit ventricule droit, il y a peu de fuite, donc ça arrive. Et à ce moment-là, tout le problème va être uniquement celui du shunt droite-gauche interauriculaire et des arythmies. Ou bien le ventricule droit est trop petit et ne permet pas de perfuser les poumons correctement, et on va avoir une stratégie univentriculaire. Mais ça, on va s'en rendre compte très souvent chez les tout petits enfants. Donc, ce que je vous montre après, eh bien, vous voyez ici, il y a une communication interauriculaire en position d'ostium secundum. D'accord? L'oreillette gauche, l'oreillette droite, le ventricule gauche, le ventricule droit, la valve tricuspide. Et ici, une CIA ostium secundum. Mais ce qui est curieux, et je vous montre la solution sur le côté tout de suite, c'est que, mais on va y revenir juste après, je suis désolé parce que j'ai une animation qui est un peu trop rapide. Normalement, dans une CIA, la communication interauriculaire va remplir le ventricule droit. Mais l'oreillette droite, elle ne fait rien du tout. Regardez les électrocardiogrammes de vos CIA ostium secundum. Il n'y a pas d'hypertrophie auriculaire droite. L'oreillette droite, elle regarde passer le sang, et on le voit très bien sur cette image. L'oreillette droite regarde passer le sang quand la valve tricuspide est ouverte vers le ventricule droit. Donc le ventricule droit est surchargé en diastole, mais s'il n'y a pas de fluide tricuspide, une CIA ne va pas dilater l'oreillette droite. Donc ce qui se passe chez notre patient ici, qui a une dilatation de l'oreillette droite et du ventricule droit associée à la CIA ostium secundum, c'est qu'il y a un problème. L'oreillette droite est trop grosse. Et effectivement, c'est un piège. Il va falloir s'en rendre compte. Le piège, c'est parce qu'il y a une CIA ostium secundum et une veine pulmonaire qui vient remplir l'oreillette droite. Oui. Donc cette fois-ci, ça peut être ce que je vous ai montré. Voilà, l'oreillette droite dilatée, le ventricule droit dilaté, la CIA ostium secundum. C'est inhabituel, cette grosse oreillette droite. Eh bien, ça peut être tout bêtement un retour veineux pulmonaire anormal, comme celui que je vous ai montré. Mais je suis désolé parce que j'ai une diapositive en trop. Mais ça peut être aussi une CIA sinus venosus qui, elle, va aussi remplir l'oreillette droite avant. D'accord? Donc, vous pouvez avoir une association, donc soit un RVPA comme celui-là, avec les deux veines pulmonaires, soit le sinus venosus, qu'on voit très bien ici, qui rentre d'abord dans l'oreillette avant de venir dans le ventricule. Donc, méfiez-vous, une grosse oreillette droite dans une CIA ostium secundum, recherchez une veine pulmonaire en plus, qui serait dans l'oreillette droite ou ailleurs, du côté droit, dans une veine cave, ou comme dans un sinus venosus, ou dans le tronc veineux innominé. Donc, méfiez-vous de ça, et la physiologie, ça ne ment jamais. Merci beaucoup, Damien. C'est un message que je trouve exceptionnel. Message ce soir, quand on a une CIA avec une oreille droite qui est dilatée inhabituellement, faites attention, recherchez autre chose. Est-ce qu'on peut répondre à deux ou trois questions très brièvement, Damien? Bien sûr. Alors, pour le cas de la dilatation idiopathique, comment tu expliques qu'il n'y ait pas d'hépatomégalie? Une question qui est toute banale, mais que je trouve très intéressante. Parce qu'elle est très compliante, elle est très… Oui, exactement. Parce que pour avoir une hépatomégalie, il faut augmenter les pressions de remplissage du cœur droit et que l'oreillette ectasique est extrêmement compliante. Le ventricule droit est lui aussi normalement compliant dans cette maladie. Et donc, il n'y a pas de raison d'augmenter les pressions de remplissage à droite. Professeur Abdelali, qui est rythmologue et qui pose la question, est-ce que cette patiente reste toujours en rythme sinusal?
Pour l'instant, oui, mais la question est bonne puisque le problème, c'est le risque d'arythmie Ah ouais. qui augmente régulièrement avec l'âge. Elle a déjà 66 ans, mais je suis une petite fille qui a 11 ans. Je la suis quasiment depuis qu'elle est née et à 11 ans, elle a déjà été ablatée d'une tachycardie atriale focale naissant de l'oreillette droite. Voilà, un collègue qui semble avoir un cas un peu similaire, moins de 14 ans, dilatation idiopathique, quel antiarythmique en cas de trouble du rythme? Trouble Alors, du rythme supraventriculaire, bien entendu. ça, Quel antiarythmique tu vas préconiser? ben, ça va dépendre du type de trouble du rythme. En tout cas, dans la plupart des troubles du rythme organisés dans l'oreillette, ce qui est quand même le plus souvent le cas chez les enfants, ce que je préconise surtout, c'est de les explorer et de les ablater, surtout à 14 ans. Donc aujourd'hui, c'est pour ça que je ne veux pas répondre précisément sur un antiarythmique, mais aujourd'hui, les troubles du rythme qui sont organisés, c'est-à-dire ceux pour lesquels on peut imaginer soit qu'il y ait un foyer d'hyperautomatisme comme les tachycardies atriales focales, soit des systèmes de réentrée intra-atriale, que ce soit des flotteurs communs ou atypiques, ce sont des patients qu'il faut traiter par de l'ablation, par de l'électrophysiologie invasive. En tout cas, aujourd'hui, on a quand même complètement changé de monde. Il y a certainement des rythmologues élégants qui sont dans l'auditoire, ce que je ne suis pas. Mais en tout cas, il faut confier les enfants pour des ablations. Merci beaucoup. Alors, donc là, on est dans une vue sous-costale. On voit ici le foie, la veine cave inférieure. L'oreillette gauche est ici. L'oreillette droite est… Bah, c'est quoi ce truc qui passe dans l'oreillette droite? Excuse-moi, ça a coupé un petit peu tout à l'heure chez moi. Donc, la question, c'est sur cette vue sous-costale où on voit la Oui, veine cave inférieure, oui, 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 l'oreillette droite, quel est oui. ce truc? C'est facile ça. Ça, c'est une valve de Stachy ou je sais pas. Oui, c'est la valve de Stachy. Donc, c'est pour vous montrer des structures de l'oreillette droite qui sont habituelles et puis d'autres qui sont plus rigolotes. Donc, la valve de Stachy, c'est la valve de la veine cave inférieure. Elle est située ici. Et donc, quand on la voit en couple, c'est l'image que vous voyez là. Et pendant la vie fétale, elle va dire arrive par là, vers le foramen ovale pour qu'il aille dans le ventricule gauche. L'autre valve que je vais vous montrer, c'est celle-là. Vous voyez, juste ici, à côté du sinus coronaire, juste ici, à côté du sinus coronaire, c'est la valve de Tébésius. Ce n'est pas une endocardite, c'est une structure normale de l'oreillette. Entre les deux, Et entre la valve de… c'est pas le Pardon? réseau de Chiari ou c'est différent? C'est le réseau de Chiari ou c'est différent? Alors, très bonne question. Entre la valve de Tébésius, entre la valve de Stachy et la valve de Tébésius, il y a une structure qui est souvent en floppy, puisqu'elle elle est destinée à disparaître, qui s'appelle le réseau de Chiari. Donc là, la valve de Tébésius. Et voilà, ce réseau de Chiari qui lie la valve de Stachy et la valve de Tébésius et qui peut flotter dans l'oreillette droite, d'accord, et en imposer pour un thrombus, une tumeur, une végétation, et tout ça. C'est une structure normale, mais de temps en temps, elle est un peu surprenante. Donc voilà, le réseau de Chiari que tu disais, et elle peut être surprenante puisque de temps en temps, elle peut traverser la valve tricuspide et rentrer dans le ventricule droit. Elle peut aussi être surprenante puisqu'en période néonatale, le remplissage du ventricule droit est créé, comme chez cet enfant, un champ de droite-gauche interauriculaire. Et autoriser le remplissage du ventricule droit, mais ça peut être responsable d'une cardiopathie cyanogène transitoire qu'on appelle le cœur triatrial droit. Et donc, vous voyez ici cette membrane supratricuspide qui est en fait le réseau de Chiari. Ça évolue favorablement. Et là, voilà, ça c'est une jeune fille que j'ai vue à ma consultation il y a peu de temps. Et vous voyez cette image? Là, c'est un peu sombre, hein, je suis désolé, mais on voit ici ce réseau de Chiari qui rentre dans la tricuspide. Et regardez là,
un spinnaker dans le ventricule droit, l'oreillette droite, le ventricule droit, le tronc de l'artère pulmonaire, la valve pulmonaire, on voit ce spinnaker. C'est le réseau de Chiari. Et dans l'artère pulmonaire, eh bien, cette voile rentre jusque dans l'artère pulmonaire et on voit aussi le sang qui passe autour. Donc, de temps en temps, ça montre des images rigolotes. C'est juste normal. D'accord? Est-ce que dans amusant, normal. Est-ce que dans ton expérience, tu as déjà vu des réseaux de Chiari un peu plus exubérants que d'habitude et qui vous ont poussé à aller vers la chirurgie? Ou jamais? Non. En tout cas, j'en ai pas vu qui soit suffisamment obstructif pour indiquer qu'on aille les ôter. Donc là, des images comme ça, j'en ai plein dans mon ordinateur, hein, de celles avec, où ça va jusque dans l'artère pulmonaire. Donc c'est surprenant, mais c'est ça. Ce qu'on voit plus fréquemment que le réseau de Chiari qui bombe dans le ventricule droit, c'est ça. Vous voyez ce spinnaker, en fait, il ne vient pas de l'oreillette droite, c'est le septum membraneux. Ici, il y a une communication interventriculaire. Donc dans un autre plan, on a l'impression qu'il y a une sorte de structure anévrismale. En fait, c'est un anévrisme du septum membraneux géant. Donc, c'est des images un peu inhabituelles, mais qui restent des choses banales. Bon, ça, vous connaissez très bien. C'est l'anévrisme du septum interauriculaire. Voilà. Donc, c'est un anévrisme du septum interauriculaire. Donc, ça aussi, c'est une image qu'on voit dans l'oreillette droite, hein, principalement. Mais c'est une image très banale et que vous connaissez bien sûr en cardiologie d'adulte, puisque… Oh! Ah ben celui-là, il est… Bon, on sait ce que c'est. Hein. Donc, toujours dans l'oreillette droite. Ça peut être un myxome, ça peut être un thrombus. Une tumeur qui a l'air friable, un peu mollassonne, accrochée sur le septum interauriculaire avec un petit pédicule. Un seul diagnostic. Le myxome. C'est celui de myxome de l'oreillette, le plus souvent à gauche, mais qui peut être à droite, cette tumeur friable. Et juste un petit mot, chez l'enfant, il faut faire un tout petit peu attention à ce que le myxome ne fasse pas partie du complexe de Carnet, puisqu'il peut y avoir un certain nombre d'autres choses. Certes, ces sortes de grains de beauté, ces petites tumeurs cutanées, mais aussi des tumeurs de la surrénale et un certain nombre d'autres anomalies qu'il va falloir surveiller. Donc, méfiez-vous des myxomes de l'enfant qui peuvent être syndromiques. Cette image-là, tout le monde la connaît. On est dans un grand axe. Elle n'est pas dans l'oreillette droite, elle est dans l'oreillette gauche. D'accord ? Et ici, cette structure, eh bien, c'est le sinus coronaire. Donc ici, c'est un gros sinus coronaire qui est lié le plus souvent à la présence d'une veine cave supérieure gauche dans le sinus coronaire. Et vous savez que ça pose le problème éventuellement de la voie d'abord pour les cathéters centraux ou pour mettre les sondes de stimulation. Donc, je passe rapidement là-dessus. Je vous montre juste cette image. Ben, cette image, c'est aussi le sinus coronaire. Ouais. On a l'impression qu'il y a une grosse oreillette droite, qu'il y a une oreillette gauche qui est un peu plus petite et qu'il y a un énorme sinus coronaire. Eh bien, ça, c'est une anomalie qui est observée dans les veines caves supérieures gauche au sinus coronaire, mais qui est un peu plus problématique que celle que je vous ai montrée précédemment où il y avait deux veines caves. C'est quand tout le retour cave supérieur se fait uniquement dans une veine cave supérieure gauche au sinus coronaire et qu'il n'y a pas de veine cave supérieure droite, comme chez ce patient et comme sur le dessin. Et donc, quand on regarde en échographie et qu'on voit ça, eh bien, il faut savoir quel va être le trajet de la sonde quand on met un pacemaker. Donc ça, c'est des anomalies des oreillettes qu'il faut connaître. Bon, ça, je vais passer pour passer à autre chose. Est-ce que vous avez le son? Oui, on a le son. Allez, on passe au troisième sujet pour finir. Super. Voilà, je n'ai pas de questions hein, pour le deuxième sujet. On passe au troisième. Qu'est-ce qu'on entend? Là, on entend
C'est pas un flux qui a l'air d'être systolique ou continu, je ne sais pas. Donc, on entend un souffle continu. On entend. Ce souffle continu n'est pas sous clavier gauche. On l'entend à l'endapex. Juste à titre indicatif, comment tu as enregistré ce souffle? Avec mon iPhone. Super, d'accord. Parce que c'était très intense. Donc, mais j'en ai des moins jolis, mais celui-là avec l'iPhone. Et donc, le diagnostic, le voilà. Donc, les souffles continus, ça veut dire qu'il y a un shunt à haute vélocité, le plus souvent artériel, c'est-à-dire entre une artère à haute pression et une structure à plus basse pression. Donc, quand on l'entend en sous-clavier gauche, le plus souvent, c'est le canal artériel persistant que vous connaissez tous. Donc, ça, c'est assez facile. Quand on l'entend au milieu du thorax, chez un enfant, eh bien, le diagnostic le plus fréquent est celui que je vous montre sur l'image, mais il peut y en avoir d'autres, comme par exemple une petite fenêtre aortopulmonaire, c'est-à-dire un trou entre l'aorte ascendante et le tronc de l'artère pulmonaire. Quand il est restrictif, qu'il est petit, il peut donner un souffle continu. Quand on l'entend dans le dos et que les enfants sont bleus, ça peut être des fistules artério-veineuses du poumon, donc des fistules congénitales qui sont grosses. Donc là, devant, un enfant rose, si ce n'est pas une fenêtre aortopulmonaire, c'est le diagnostic qui est présenté sur l'image que vous voyez là. Et donc, ce qu'on observe ici, c'est l'aorte. Et on voit ici l'artère pulmonaire et on voit un très gros tronc de la coronaire gauche. Et quand on regarde ici en arrière de l'aorte, sur la vue couleur, on voit dans l'oreillette droite arriver un flux continu très aliasé. Et donc, le diagnostic est celui de fistule coronaro-camérale, c'est-à-dire de fistule entre la coronaire gauche et ici l'oreillette droite. Donc, ici, pour vous montrer la vue de la coronaire gauche normale et la vue de cette coronaire gauche énorme. Cet enfant avait aussi une fistule de la coronaire droite. Donc, voilà une image de scan. On voit aussi que la coronaire droite, elle est grosse aussi. Hein. Elle avait une énorme fistule de la coronaire droite aussi. C'est une fistule bilatérale. Donc, voilà une image de fistule. Ça peut être très impressionnant, extrêmement tortueux. Et voilà l'image de la fistule d'un autre enfant qui avait une fistule entre la coronaire gauche et l'oreillette droite. Et vous voyez que cette fistule ici commence donc dans le tronc commun. On voit ici la coronaire normale et ici ce trajet sinueux et qui vient se jeter dans l'oreillette droite. Et donc, sur les images qui suivent, eh bien, on met un petit bouchon à l'intérieur, donc c'est un MVP qui passe dans un microcathéter et on largue ce MVP et vous voyez que la fistule est occluse. Donc, ça, c'est le traitement de ce type d'anomalie. Le diagnostic a été fait sur un souffle continu et on indique la fermeture quand les enfants souffrent d'hyperdébit ou bien que la fistule est énorme et qu'elle va éventuellement créer ses propres complications. Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dessus? C'est un peu sombre et c'est parce que moi j'aime bien l'écho avec des images sombres. Donc, je suis désolé si ça ne vous convient pas, mais on voit assez bien. Ici, c'est la aorte, d'accord? Et ici, axe parasternal. Ça, c'est la branche pulmonaire droite, d'accord? On aperçoit un petit peu l'oreillette gauche. Là, on voit un petit truc qui flotte, c'est l'auricule gauche. Et donc, ma question, c'est quoi ça? Ça doit être la coronaire gauche qui est extrêmement dilatée, elle est géante. Cet enfant, Allô? Allô? qu'on a cherché dans plein
un orifice de drainage, il n'y a pas de souffle continu. Donc, quelle est l'autre cause classique de dilatation importante? Allô? 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 Docteur Damien s'est déconnecté. Hein? Docteur Damien s'est déconnecté. Il s'est déconnecté. Anna, tu me vois et tu me... Alors, on va attendre un tout petit peu, le temps que notre ami Damien... Est-ce que vous m'entendez? Younes, vous m'entendez? Je vous entends. C'est bon, il est revenu. Alors, il y a des gens qui répondent vraiment en simultané, fistule, Kawasaki. Alors, Truncus arteriosus, non, je pense pas. Docteur Damien, il est avec nous de nouveau. Allô. À toi, Damien. Ouais, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai été coupé. Donc, effectivement, le diagnostic le plus probable, hein, c'est maladie de Kawasaki qui laisse un anévrisme coronaire géant chez cet enfant. Et donc, je voulais juste terminer avec ça parce que ça a été un petit peu d'actualité. Et donc, vous n'avez pas eu beaucoup de cas de Covid-19 au Maroc. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Et je voulais juste, surtout pour les pédiatres, renouveler l'information qui a été donnée, que vous avez probablement déjà recueillie, qu'il y a une maladie inflammatoire très rare chez les enfants qui est liée au Covid-19, qui ressemble à la maladie de Kawasaki, mais qui a comme principaux signes de toucher surtout le myocarde plutôt que les artères coronaires et qui va donner, dans un certain nombre de cas, de la défaillance circulatoire par une atteinte myocardique précoce chez des enfants qui sont très fébriles, qui ont des troubles digestifs importants et éventuellement quelques éléments éruptifs comme ceux que je vous montre sur cette photo qui ressemblent pour certains à la maladie de Kawasaki. Il faut les traiter de façon agressive, si vous en voyez, par les immunoglobulines et les corticoïdes, les deux en même temps. Vous avez entendu que les corticoïdes avaient eu une presse variable au cours de la pandémie. Au début, on a dit qu'il ne faut surtout pas en donner. Et puis récemment, on a dit qu'il fallait donner de la dexaméthasone aux formes sévères de l'adulte. En tout cas, nous avons pu montrer chez l'enfant qu'il fallait donner des corticoïdes aux formes sévères de Covid-19 touchant le myocarde de l'enfant. Et donc, si vous rencontrez ces enfants-là, traitez-les comme ça, leur évolution. Si vous rencontrez ces enfants-là, traitez-les comme ça, leur évolution sera beaucoup plus rapidement favorable. Vous les sortirez de situations de péril de façon très rapide. Il y a une définition de ce syndrome d'inflammation multisystémique lié au Covid-19 qui a été proposée par la WHO. Et donc, vous pouvez vous y référer. Tout ça est très public et j'espère que vous en verrez peu. Mais en tout cas, je vous distribue cette information parce que je pense qu'en l'ayant distribuée assez rapidement en France, en tout cas plus rapidement que dans d'autres pays, on a évité des morts indues puisque, en tout cas dans mon hôpital, on ne s'en glorifie pas, hein, mais c'est juste qu'en les prenant en charge très précocement, nous n'avons pas eu de décès de cette forme grave de maladie inflammatoire avec atteinte cardiaque chez les enfants. Donc, je voulais terminer là-dessus parce que c'était d'actualité. Je pense que vous étiez pour la plupart au courant, mais comme l'épidémie continue de circuler, il faut que vous connaissiez ces signes-là et que vous sachiez comment les prendre en charge rapidement et efficacement. Voilà, je vais m'arrêter ici. Est-ce que ça vous a pas mis un petit peu diriger un petit peu vers une étiologie virale éventuellement de la maladie de Kawasaki? Quand vous avez vu un petit peu ce Kawasaki-like et un petit peu son appartenance avec le…
la maladie de Kawasaki, le fait que la maladie de Kawasaki soit liée à des, à des virus à ARN c'est quelque chose qui a été largement débattu. Il y a beaucoup de publications sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de virus qui ont été incriminés. Donc, le mécanisme, en fait, c'est plutôt un mécanisme post-infectieux, comme dans ce dont je viens de parler. La maladie de Kawasaki probablement aussi, puisqu'on en connaît le caractère épidémique, mais aussi la rareté et la susceptibilité ethnique à développer la maladie. Inapproprié, et puis derrière, le cortège de signes cliniques, c'est assez de 19, dans la Covid-19, mais il y a une d'orage immunologique sévère qui, cette fois-ci, touche principalement le myocarde et moins les artères coronaires. Damien, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les situations où tu mets une maladie de Kawasaki sous AVK? Alors, il y a des recommandations pour ça qui disent qu'on met sous antivitamine K quand le Z-score de l'artère coronaire est supérieur à 10 ou le diamètre absolu d'un anévrisme supérieur à 8 mm. Et enfin, ça atteint la définition d'anévrisme géant. Et dans ce cas-là, on prescrit des antivitamines K. Écoute, voilà, donc je crois qu'on a eu droit à une très très belle session de cardiologie pédiatrique et congénitale. Merci beaucoup, professeur Damien Bonnet, pour votre générosité, comme d'habitude, pour le temps que vous nous consacrez à chaque fois, et puis pour les messages que vous passez à la communauté cardiologique. C'est toujours un plaisir, un honneur de t'entendre sincèrement, hein. Voilà, je voulais remercier tous les cardiologues qui nous ont accompagnés ce soir. Voilà, je voulais juste vous rappeler un webinaire de la clinique Romandie le lundi prochain, si je ne me trompe pas. Et puis, soir, donc, soyez au rendez-vous parce qu'il y a des orateurs de renom de l'hôpital Henri Mondor. Et puis, il y aura aussi un webinaire de la Société marocaine de cardiologie le mardi. Et puis, pour nous, l'AMCAR, c'est le dernier webinaire de cette saison. Donc, on va arrêter à cause des vacances et on reprendra, Inch'Allah, en septembre avec des thèmes aussi passionnants, aussi intéressants pour compléter un peu la boucle de la formation médicale continue. Encore une fois, un grand merci Damien pour tout et à la prochaine. Merci beaucoup, merci à tous et au revoir.